Merci à Yves Bonny. Alors j'espère que tous ces concepts sont maintenant plus clairs pour chacun d'entre nous. L'exposé était très dense. Est-ce qu'il y a des questions? Qui veut bien se lancer? Oui, Jean-Paul Segade. Oui, deux questions. La première, dans les phases de la modernité, est-ce qu'il y a des moments où l'histoire s'emballe plus vite que d'autres? Et est-ce que vous avez pu repérer qu'il y aurait des conditions techniques ou des grandes découvertes qui démontreraient qu'il y a des moments, pour prendre une formule mathématique, la dérivée seconde devient négative, où il y a des points d'inflexion? Première question. Et deuxième question qui nous touche tous, puisque nous sommes dans un débat d'interrogation sur l'évolution de notre société, est-ce que la perception que la France a, ou que les Français ont, ou que le modèle français a de l'évolution, est-il spécifique d'une vision dans le monde? En deux mots, est-ce que nous sommes un peuple qui sommes habitués à l'évolution, à la rupture, à la crise? Est-ce qu'on a une spécificité par rapport à cette analyse de la modernité qui est propre à la France, ou elle s'inscrit dans une démarche plus occidentale? Alors sur la question des phases, je pense qu'il y a une accélération effectivement de notre rapport au temps, comme ça a été souligné ce matin. Moi, c'est pas simplement en termes d'urgence. Je crois qu'il y a une accélération parce que je crois que nous sommes une société toujours davantage prise dans cette dynamique que j'appelle ici post-traditionnelle, c'est-à-dire que je crois que toujours davantage nous remettons en question des évidences et surtout il y a de plus en plus d'acteurs qui sont engagés dans ces réflexivités, qui découvrent des choses, des technologies nouvelles, qui développent des technologies nouvelles, qui développent de nouvelles manières de les utiliser, etc. Le niveau d'éducation de la population, le niveau d'urbanisation des populations, etc. fait que nous sommes des sociétés en mouvement de plus en plus et que effectivement il y a non pas un emballement nécessairement, mais une accélération. Une accélération, on a parlé de compression de l'espace, mais je crois qu'il y a à la fois compression de l'espace et accélération du temps, de notre rapport au temps. Et ça, je pense qu'effectivement, s'il y a des phases de la modernité, nous sommes dans une phase où le mouvement va plus vite. Sur la question de la France, je crois qu'il faut distinguer un peu la conscience française liée à son histoire, et notamment l'histoire de la Révolution française et l'histoire, ce sentiment d'être cette particularité française, d'être à la fois une société nationale parmi d'autres et d'avoir pensé développer des choses qui pouvaient concerner toute l'humanité, et ce sentiment d'exception qui en est issu. Je crois qu'il faut distinguer ça, qui reste fort dans la conscience française, la patrie des droits de l'homme, etc., de la France en tant que partie prenante d'une dynamique plus collective, qui est celle, je dirais, aujourd'hui davantage de l'Europe que de l'Occident, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a des divergences qui peuvent aller croissant entre certains pays qu'on met dans un ensemble qu'on appelle les pays occidentaux, et que, en tout cas, il y a une histoire de l'Europe forte, une histoire qui n'est pas évidente aujourd'hui, on le voit bien, mais la question de ce qui se travaille, c'est pour ça que je tiens quand même à la notion de modernité, que je pense que c'est une notion importante, c'est qu'à travers cette notion, il y a des valeurs qui sont affirmées, il y a une position normative, et qu'à travers ces valeurs, il y a l'idée d'un projet de civilisation, d'un projet de société et de civilisation, que ce projet de société et de civilisation, il me paraît important de le préserver, de le conforter, de le repenser aussi, pas simplement de le répéter, mais que là, il y a quelque chose d'important, et qui, à mon avis, renvoie quand même à l'histoire de l'Europe. Oui. Y a-t-il une autre question? Oui. Oui, Véronique Anatole. Oui, moi, sur la notion de réflexivité, je me disais que finalement, est-ce que cette notion, ce que vous appliquiez là, à beaucoup de choses en termes d'analyse, c'est pas une vieille notion philosophique qui est le doute cartésien, la remise en question, le doute de Descartes, je doute donc je suis. Est-ce que c'est pas finalement cette notion de réflexivité qu'on met à une ordre du jour moderne avec cette nouvelle notion, mais est-ce que finalement c'est pas la même chose?
Bon, je raisonne en sociologue et pas en philosophe. C'est-à-dire que à même supposer que ça soit la même chose, il y a un changement quantitatif massif et un changement qualitatif massif à partir du moment où c'est quelque chose qui se diffuse dans l'ensemble de la société. C'est-à-dire que je pense qu'il faut penser la modernité comme associée à des acteurs. La modernité, c'est des acteurs. Et au départ, ces acteurs, c'est des élites modernisatrices. Ces élites modernisatrices, c'est les philosophes parmi d'autres. C'est les philosophes, c'est ceux qui ont été la bourgeoisie comme classe sociale, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, la réflexivité, mais Jean-Claude Kaufmann en parlera sans doute aussi, beaucoup plus que moi d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est la marque de l'époque, c'est la diffusion, d'une part, à de nombreux acteurs, et une réflexivité aussi par des situations qui sont, par exemple, ce que Beck aussi souligne, c'est-à-dire que nous sommes soumis parfois à des situations dans lesquelles nous avons à prendre une décision. Nous avons une injonction à prendre une décision. Nous devons décider de toutes sortes de choses de façon très triviale. Et donc nous sommes obligés de nous poser la question, est-ce que je choisis A ou B? Là où hier, il n'y aurait pas eu de décision à prendre. Donc il y a des configurations de contexte et de situations qui nous obligent à réfléchir. Et puis d'autre part, je crois qu'il y a une réflexivité à des échelles organisationnelles, collectives, etc., qui viennent de la division du travail, qui viennent de toutes sortes de choses de ce type-là, qui font que des acteurs se spécialisent dans un domaine et du coup réfléchissent de façon systématique sur le domaine en question, et ça a des incidences importantes sur les relations sociales, sur le tissu des rapports sociaux, sur la manière même dont les sociétés s'organisent, dont les institutions s'organisent. Donc je pense qu'il ne faut pas isoler, à mon avis, les philosophes, enfin, j'ai pas une lecture des philosophes comme des grands hommes qui auraient inventé des choses qui n'auraient pas du tout été pensées à leur époque. Je pense plutôt qu'il faut penser les philosophes comme s'inscrivant dans des imaginaires collectifs, mais aussi comme étant une élite dans une certaine position. Après, je pense qu'il y aurait des distinctions à faire, ceci dit, entre la réflexivité à la Descartes et puis ce que j'ai appelé la réflexivité, au sens plus sociologique. Une question ? Je voudrais juste faire une remarque. Un de vos grands mérites, c'est de nous être fait un instant sortir d'une vision très, très autocentrée de la modernité, en montrant bien qu'elle n'est pas forcément celle de l'Europe occidentale et celle du siècle des Lumières, pour faire court, et en même temps, vous y revenez. Vous y revenez. Et moi, ça me gêne un peu, parce que, au fond, chacun le sait bien, quand, en 732, Charles Martel écrase les Arabes à Poitiers, ou en tout cas les arrête, la modernité est arabe. Et l'intelligence, la civilisation n'est pas du côté des rudes soldats de Charles Martel. On pourrait, en élargissant un tout petit peu le périmètre, voir qu'en effet, si on s'intéresse à l'histoire de la Chine, et pas seulement de la Chine d'aujourd'hui, effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, le Chinois va considérer qu'il est aujourd'hui dans la modernité, mais il y a plusieurs temps dans l'histoire chinoise qui sont des temps forts de la modernité. Donc ce n'est pas du tout une critique, c'est pour dire que effectivement je suis un peu gêné personnellement de cette espèce d'assimilation de la modernité à une datation et à une spatialisation peut-être encore plus qu'à la datation autour de l'Europe occidentale. J'ai pas de réponse moi universelle. Ce que je trouve intéressant, c'est à la question sur la société française. Vous dites oui, la société française a eu l'ambition, l'intention, la prétention ou la postulation de donner des valeurs universelles portées par l'Empire, mais à partir de la Révolution française. Oui, ça c'est intéressant. Il y a probablement eu d'autres cultures, antiques ou non, qui ont eu cette ambition-là. Oui, Emmanuel Godin. Oui, dans le même état d'esprit, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit par Christian. Que faites-vous de la modernité à l'intérieur des sociétés dites primitives? Et je prendrai, pour illustrer mon propos, l'importance qu'ont pu avoir les arts dits premiers dans l'histoire de l'art moderne, voire de l'art contemporain. Voir de l'art contemporain. Bon, je pense que le problème de la discussion là, c'est qu'on n'emploie pas le terme dans le même sens. Parler de modernité à l'intérieur des sociétés dites primitives, pour moi, ça n'a pas de sens.
d'un point de vue sociologique, pas d'un point de vue de question de savoir si je défends la modernité du XVIIe siècle en Europe. Hein, ça, c'est encore une autre question. Ça n'a pas de sens parce que la catégorie telle que je l'emploie, elle implique une distinction avec le mode d'organisation même d'une société primitive. Et les arts dits premiers, quand ils sont repris dans l'art moderne, dans l'art dit moderne, le problème c'est que l'art dit moderne lui-même, il est très tardif, il date de la fin du XIXe siècle, et que par conséquent, par rapport à l'histoire dont j'essaye de retracer ici les contours, le problème c'est que l'art moderne a une histoire assez particulière, parce que si on veut faire une histoire de l'art en conjonction avec la modernité comme civilisation, les premiers moments de l'art moderne, c'est la perspective de la Renaissance, c'est-à-dire c'est le Quattrocento, c'est pas du tout le modernisme. Donc c'est assez compliqué. En tout cas, parler de modernité à l'intérieur des sociétés primitives, ça reviendrait à dire que toute société développe son moment de modernité. Et c'est un peu la même chose de dire Charles Martel et les Arabes, parce que ça revient à dire au fond que toute société a sa modernité. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire alors modernité ? Ça veut dire non, mais qu'est-ce que ça veut dire alors quand on dit ça ? Ça veut dire est-ce que ça veut dire son moment de civilisation le plus accompli, quelque chose comme ça, je suppose, hein, un moment de civilisation qui est digne d'être universalisé, ou en tout cas qui est digne d'être diffusé à l'échelle de l'humanité, qui est digne de parler à l'ensemble de l'humanité. Bon, si on veut définir la notion de modernité comme cela, moi je dirais pourquoi pas. Hein, mais donc c'est un problème de définition en fait. Donc si j'emploie le terme dans le sens où je l'ai employé, c'est parce qu'il y a une histoire. Et que dans cette histoire, il y a des acteurs qui se sont dits modernes. Ce n'est pas moi qui ai inventé le terme. La querelle des anciens et des modernes, elle a une histoire. Elle renvoie à une histoire qui a eu lieu en Europe. Et d'autre part, tout ce qu'on appelle aujourd'hui en philosophie, le moment moderne de la philosophie, on l'associe à l'époque des Lumières, on l'associe à Kant, on l'associe à Hegel, on l'associe à tout ça, à Descartes. Donc il y a une cristallisation, c'est ce que j'ai dit, il y a une cristallisation. Moi, je viens donc après cette cristallisation. C'est pas moi qui l'invente, je ne projette pas là-dessus. C'est-à-dire, je prends cette cristallisation. Ceci dit, et ayant dit cela, ce que je n'ai pas eu le temps de développer, c'est ça. C'est-à-dire que justement, la notion de modernité, aujourd'hui, elle me paraît prise dans un certain nombre de pièges énormes, et que si on veut se sortir de ces pièges, il nous faut développer de nouvelles catégories de désignation, et que personnellement, je serais le premier à laisser tomber la notion même de modernité, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, elle nous nuit beaucoup. Elle nous nuit beaucoup pour penser le dialogue des civilisations, hein, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, mais elle nous nuit aussi pour repenser notre histoire, repenser l'histoire, et repenser justement les apports de la civilisation chinoise traditionnelle, les apports de la civilisation musulmane traditionnelle, etc., dite traditionnelle, vous voyez bien comment on est piégé par les termes, et pour repenser tout ce qui peut aujourd'hui s'inscrire dans une histoire universelle de l'humanité, d'une certaine façon, mais une universalité concrète, faite de sédiments apportés par différentes civilisations, plutôt que dans l'illusion propre à l'Occident d'un universel abstrait qui serait le même pour tous. Et là, il y a effectivement un travail fondamental à faire de reprise de toutes les histoires, de toutes les civilisations, dans un modèle qui n'est plus celui qui opposerait le moderne au traditionnel. Mais ça, c'est fondamental, je suis entièrement d'accord avec vous. Une dernière question ? Non, ça a l'air d'être bon. Comme quoi, il ne fallait pas sauter une diapo, parce que, vous voyez, les questions ont porté dessus. On en reste là pour l'intervention d'Yves Bonny. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie.